Alors, rebonjour, on se lance. Donc, mon nom est Amélie Saint-Laurent-Samuel, je suis directrice générale adjointe du Fonds d'action québécois pour le développement durable, aussi appelé le FAQDD. Vous êtes bien au webinaire Fonds Éco-Leader, un soutien spécifique à l'implantation. Donc, on parle de cette enveloppe vraiment précise. Premièrement, quelques messages techniques parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Il s'agit d'une présentation qui est enregistrée justement pour être capable de pouvoir la mettre sur notre site web par la suite et puis en faire profiter au plus grand nombre. Donc, voilà pour ça. Ensuite, au niveau, en fait, ça sera une présentation qui sera à micro fermé vraiment là pendant tout le temps parce qu'on est quand même plusieurs participants. On évite le chaos quand on peut. Donc, voilà. Mais on souhaite quand même là, que tout le monde puisse s'exprimer pour ce faire. Si vous avez des questions, commentaires, la façon de le faire, ce serait vraiment d'utiliser le questions et réponses, QR, qui se trouve en haut de votre écran parce que le clavardage ou la conversation sera fermée. On essaie de recentrer là, les conversations sur une seule plateforme. Donc, vraiment, votre lieu pour écrire vos questions sera le questions et réponses. Notre collègue Frédéric Girard a responsabilité de répondre à vos questions là, pendant la présentation, mais il y aura aussi une période de questions, toujours à micro fermé, à la fin de la présentation. C'est lui qui nous lira les questions là, qui pourraient profiter là, vraiment au plus grand nombre. Je vous avertis parce que ça fait un peu peur. En ce moment, Frédéric a une voix un peu de crooner. Ce qui est intéressant, c'est une expérience intéressante, mais voilà, donc bien enrhumé. Alors, voilà, vous êtes avertis, vous pouvez bien en rire, mais on l'aime. Donc, voici pour ça. Dernier petit aspect. Si vous avez des questions concernant un projet vraiment précis, on pense que c'est peut-être pas le lieu là, vraiment pour l'aborder parce que vous n'aurez pas les réponses complètes à vos questions. Puis je pense qu'encore une fois, c'est pas d'intérêt là, public, donc on vous recommande vraiment de contacter notre équipe d'analystes qui, eux, nous autres, on va vous rediriger vers la personne là, qui sera responsable de votre dossier pour avoir les meilleures réponses possibles. Donc, ça serait peut-être le petit bémol que je mettrais sur les questions, tout simplement. Donc, je me lance. On a fini le volet technique. Aujourd'hui, on est très, très content de pouvoir vous présenter là, justement ce webinaire-là sur l'enveloppe, cette nouvelle enveloppe-là. En fait, nouvelle enveloppe. Vous savez peut-être certaines personnes sont au courant, nous avons pu l'ouvrir là, au cours du mois d'octobre. Donc, le 21 octobre, c'est en fait toutes les informations, tout le guide du demandeur, tout ça ont été rendus disponibles. Donc, on a déjà reçu des dépôts à cette enveloppe-là. Ceux qui nous suivent depuis un bout de temps savent qu'en général, on fait un webinaire public de ce genre tout de suite après l'ouverture de l'enveloppe, justement pour rediriger les questions. Et voilà. Maintenant, la grande question pourrait être, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait cette fois-ci, vos bonnes habitudes? Bien, la réponse est assez claire, c'est que cette enveloppe-là n'avait pas fait l'objet d'une annonce publique encore. Donc, faire un webinaire avant nous semblait là, pas très, très cohérent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, à Montréal, en simultané, l'enveloppe est lancée. Donc voilà, donc ça nous dédouane un peu de pouvoir en parler là, publiquement. Puis on est très, très content de le faire. Et j'en parlerai un peu plus à la fin, justement, du webinaire. Donc, puis peut-être un dernier petit mot en disant, bon, ben justement, il y a déjà des dépôts qui ont été faits en l'enveloppe. Nous, on avait hâte de pouvoir vous parler aussi de répondre à différentes questions parce qu'on a vu que c'est une enveloppe qui est un petit peu mécomprise, méconnue. On l'a vu dans le dépôt, il y avait des projets qui ne cadraient pas. On a vu beaucoup d'intérêt, mais maintenant, c'est une enveloppe qui cadre dans le fonds Éco-Leader, mais qui a des modalités qui sont différentes. Et je pense que ce n'est pas tout le monde qui avait justement vu ces modalités-là. Donc aujourd'hui, on prend le temps de vraiment bien vous les présenter et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, c'était une très longue introduction. Merci de votre patience. Et peut-être un petit mot sur le FAQDD. Juste pour vous rappeler,
Le FAQDD, c'est une organisation, un OBNL qui a plus de 25 ans d'impact sur le développement durable au Québec. On a eu la chance, on fait plein de choses, mais notamment on développe, on gère, on suit des programmes d'aide financière en subvention au Québec. On a eu la chance de financer plus de 2700 projets. Donc, 4500 organisations financées et plus de 127 millions remis en aide financière. On a différents partenaires avec qui on travaille, DEC, le MEIE, le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le MAPAC, la Caisse de dépôt et de placement, la Ville de Québec. Et vous nous connaissez bien sûr pour être coordonnateur du Fonds Éco-Leader, mais on est aussi responsable de la coordination de la gestion dépendamment des programmes, comme Action Climat Québec, le programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore, le glorieux PRPAS. On adore ce petit surnom. Le Destination durable et action concertée, Éco-emballage plus, l'accélérateur de la transition écologique. Et peut-être juste un petit mot sur un petit retour sur la phase 1 du Fonds Éco-Leader. Là, pour nous autres, c'est un terme interne, mais pour nous autres, c'est vraiment que c'est déroulé là, de sa création de 2018-2019 jusqu'à 2023-2024. On voulait juste revenir sur ces impacts. Ça a été un grand succès. On est très contents. On a eu l'occasion de financer plus de 1070 projets, 1900 entreprises. Il y a 191 millions de dollars qui ont été investis par le Fonds Éco-Leader, mais aussi par les entreprises, par les demandeurs là, dans le cadre des projets réalisés. Et puis, on a des projets qui ont été financés partout au Québec. Donc, ça met la table et je vais maintenant passer la parole à ma collègue Claudine Ségui, qui est coordonnatrice développement durable en entreprise au FAQDD, qui va vous parler des paramètres du programme de financement du Fonds Éco-Leader pour après ça vraiment explorer l'enveloppe plus précise. Alors, Claudine, je te passe la parole. Merci beaucoup, Amélie. Merci à tout le monde d'être présente aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Alors, c'est sûr qu'avec le nombre de participants, comme disait Amélie, on se retrouve, mais un petit peu indirectement parce qu'on ne se parle pas. Mais écoutez, on est très heureux de vous voir en si grand nombre. Donc, c'est ça. Moi, je vais repasser un petit peu rapidement sur les objectifs un peu globaux du Fonds Éco-Leader pour ceux et celles qui ne nous suivraient pas depuis longtemps. Puis ensuite, on rentrera un petit peu plus spécifiquement donc, dans l'enveloppe actuelle. Alors, si on répète un petit peu les objectifs du Fonds Éco-Leader de façon générale, c'est vraiment soutenir les entreprises québécoises dans l'amélioration de leur performance environnementale et l'augmentation de leur compétitivité. Pour la nouvelle enveloppe, donc le soutien spécifique à l'implantation, vraiment le mot-clé de cette enveloppe, c'est implantation. C'est donc appuyer les entreprises spécifiquement dans le stade de leur passage à l'action en éco-responsabilité. Donc, c'est vraiment cette notion de on est vraiment dans des entreprises qui sont prêtes, qui savent quoi faire et qui vont donc passer le pas de elles réalisent leurs activités de mise en place, soit de technologies propres, soit de pratiques d'affaires éco-responsables. Alors, les thématiques que vous connaissez certainement, il y a eu des petits changements, mais ça date déjà de l'année passée quand l'enveloppe a été renouvelée pour l'année 24-25. Donc, on en a 9. Vous avez l'approvisionnement responsable, les démarches de développement durable, l'éco-conception, la gestion de matières résiduelles, la mobilité durable, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des gaz à effet de serre et la qualité de l'air. Pour ceux et celles qui seraient là depuis longtemps et qui maîtriseraient les thématiques, il y a eu quelques changements. On a déterminé que certaines, alors loin de nous l'idée qu'elles n'étaient plus admissibles, mais elles avaient plus un aspect transversal. Donc, on parle de l'économie circulaire qui, si vous le remarquez, n'est plus dans la liste. On s'est rendu compte qu'elles étaient donc vraiment plus transversales, donc elles peuvent toucher différentes thématiques. Donc, ce sont des projets qui sont toujours admissibles, donc des projets qui touchent la circularité, bien évidemment, mais on a décidé qu'elles pouvaient être plus spécifiquement, par exemple, appliquées sur la gestion des matières résiduelles ou pour la gestion peut-être de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont plus nommées spécifiquement, mais ces projets-là sont toujours admissibles. Pareil pour bâtiment durable. Dans des activités de bâtiment durable, on peut toucher l'eau, on peut toucher l'énergie, on peut toucher la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est pour ça que cette thématique en tant que telle a disparu de façon comme ça unique, mais ce sont toujours des projets admissibles. Il faudra juste classer le projet dans la thématique la plus pertinente.
Finalement, l'analyse de cycle de vie aussi, c'est une thématique qu'on estimait plus comme un outil que comme une thématique en tant que telle. Donc, c'est quelque chose qui a aussi disparu, mais qui est toujours admissible. Donc, c'est toujours, qui est toujours admissible. Du moins, que c'est toujours quelque chose qui peut être un outil qui peut être appliqué dans des mesures d'implantation. Finalement, on a ajouté cette fois-ci la qualité de l'air. Donc, ça, c'est une thématique qui est donc nouvelle depuis l'année passée. On considérait qu'elle était manquante un petit peu dans nos thématiques, alors qu'elle était présente dans les projets qu'on a pu voir et financer. Donc, ça, c'est un petit peu les ajouts et les retraits, depuis une année. Donc, c'est toujours un programme qui propose deux types de financement. Du financement pour du volet qu'on appelle 1, donc c'est des projets individuels d'entreprise, soit donc des entreprises à but lucratif, d'économie sociale ou encore en démarrage. Donc, c'est des projets qui veulent répondre à des enjeux vraiment spécifiques à une entreprise. Puis, donc, ils seront accompagnés par un expert ou des experts. Puis, le volet 2, qu'on appelle cohorte d'entreprise. Donc, c'est de 3 à 10 entreprises qui ont un objectif commun, puis qui veulent se réunir pour implanter des activités pour résoudre cet objectif commun, pour résoudre un enjeu commun. Et vraiment, ce volet-là est spécifique pour des entreprises qui donc y trouvent leur compte finalement à partager des connaissances, à partager leur expérience et partager des ressources. Sachez que quand un volet 2 est déposé, c'est bien important que ce projet soit justifié, qu'il soit fait en cohorte plutôt qu'individuellement, puis on doit observer vraiment le gain en efficience de travailler de cette façon. Donc, c'est vraiment des questions, vous avez des questions spécifiques dans le formulaire pour pouvoir répondre à ces critères particuliers du volet 2. Donc, ça, c'est des choses qui ne changent pas par rapport aux années précédentes. La chose qui a peut-être un peu changé par rapport à la première édition, c'est vraiment qu'on a défini que les cohortes devaient être composées d'un minimum de 3 entreprises jusqu'à un maximum de 10. Pourquoi 10? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de ça, vraiment la gestion administrative de ces cohortes devenait complexe à la fois pour le coordonnateur et à la fois pour nous aussi. Donc, on a essayé de limiter pour aussi qu'il y ait vraiment une cohésion, un partage à l'intérieur de ces projets-là. Voici pourquoi on a limité à 10. Alors, les spécificités de la nouvelle enveloppe. Si je commence par une comparaison, donc vous avez à gauche en vert les éléments qui étaient financés dans la période de 2018 à 2024. Donc, vraiment, on parle en pratique d'affaires éco-responsables et en technologie propre de financement pour les études et analyses, pour l'élaboration de plans d'action concrets et pour l'accompagnement dans l'implantation de pratiques d'affaires éco-responsables ou de technologie propre, pardon. Donc là, c'est vraiment l'enveloppe 2018-2024. L'enveloppe d'aujourd'hui, donc de 2024, octobre 2024 à 2026, c'est vraiment la portion accompagnement. Donc, comme je vous disais au départ, le mot-clé dans cette enveloppe, c'est implantation. Ça veut dire qu'on est vraiment on saute directement dans l'aide à l'implantation. On s'adresse à des entreprises qui sont préparées, qui savent où elles veulent aller et qui savent comment elles souhaitent avancer dans leur pratique, dans leur démarche d'éco-responsabilité. Donc, on va y revenir, mais on n'est plus dans diagnostiquer, étudier, faire un plan d'action, savoir ce qui est possible de faire. On sait déjà ce qui est possible de faire et on veut passer à l'action. Donc, c'est bien important et c'est une différence majeure. Comme le disait un peu Amélie en introduction, on a déjà reçu des projets et voilà, on voit encore des entreprises qui sont au stade de l'étude parce que elles souhaitent avancer, mais elles ne savent pas comment. Donc, malheureusement, dans cette enveloppe-là, ce type d'activités ne sont plus admissibles. Donc, c'est vraiment important de se rappeler. Je vais donner des exemples un peu plus loin, spécifiquement d'activités. Pour l'accompagnement en pratique d'affaires éco-responsables, si on se réfère au guide du demandeur, donc ça, c'est des grands types de projets admissibles. Donc, évidemment, ça peut se décliner de différentes manières, mais donc on parle de services conseils et techniques pour permettre à l'entreprise de mettre en place à très court terme
ou à moyen terme des actions retenues, par exemple, dans un plan d'action. Ici, je fais une petite parenthèse. Le plan d'action, c'est-à-dire le document en tant que tel, n'est pas un document obligatoire lors du dépôt. Il n'y a pas d'obligation à avoir un plan d'action avant de déposer dans cette enveloppe. C'est juste qu'il faut savoir ce que l'entreprise souhaite faire. Donc, c'est sûr que avoir déjà eu une étude, un diagnostic et un plan d'action, c'est mieux, mais ce n'est pas un document obligatoire que vous devez fournir lors du dépôt. Autre projet admissible, type de projet admissible, autre type d'activité, c'est la formation. Donc, on y reviendra aussi dans les montants admissibles, mais on a bonifié, je dirais, la portion de l'enveloppe qu'on peut donner pour la formation parce qu'on veut que le personnel, la direction, finalement toute l'équipe de l'entreprise soit en mesure de réaliser et de maintenir les nouvelles pratiques qui vont être mises en place. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà financé, mais on a augmenté le pourcentage admissible. Ensuite, on parle aussi de la réalisation d'essais ou de projets pilotes. Ce sont des activités qu'on estime aussi qui sont un pas vers le changement. Donc, si, par exemple, dans le cadre de l'implantation d'une technologie, on veut d'abord tester à petite échelle, voir si vraiment on est dans si on est dans la bonne voie, les projets pilotes sont admissibles. Et enfin, on a le développement aussi d'outils opérationnels et stratégiques. Dans cette phrase-là, il faut bien comprendre que ces outils-là doivent vraiment permettre l'action directe ensuite. Donc, on ne peut pas être dans le développement d'outils seul. C'est l'outil et la mise en œuvre directe qui permet d'avoir des retombées environnementales. Donc ça, c'est aussi bien important. On est toujours dans un programme qui s'intéresse aux retombées environnementales directes et tangibles à la fin du projet. Si on parle plus dans l'accompagnement dans l'implantation de technologies propres et qu'on se réfère toujours au guide, les 4 grands types de projets qu'on a rendus admissibles, ce sont la recherche de fournisseurs de technologies propres. Donc, si on fait une autre parenthèse, donc au moment du dépôt, les technologies doivent être identifiées, celles que l'entreprise ou les entreprises souhaitent implanter doivent être connues. Par contre, il n'y a pas l'obligation de connaître le ou les fournisseurs. Ça peut être une étape qui peut être faite avec cette enveloppe-là. Donc l'appui dans la recherche de fournisseurs, le mécanisme de financement aussi et de sources d'approvisionnement. Au niveau du financement, c'est bien important aussi de souvenir qu'on ne peut pas financer des honoraires professionnels pour compléter une autre demande de financement ou pour faire un suivi sur une autre demande de financement que celle faite au fonds EcoLeader. On est vraiment plus dans une cartographie des financements existants et focuser sur celui ou ceux qui pourraient être admissibles pour financer la technologie. Donc, c'est bien important, tout ce qui est heures dédiées à remplir, à faire un suivi, à compléter des formulaires seront exclus de la demande au fonds EcoLeader. Autre projet admissible, les travaux d'ingénierie, donc à la fois les plans, les devis, des rapports, des guides d'utilisation de documents. Ça, c'est des choses qui sont pour nous applicables quand on parle d'implantation. On parle aussi ici de projets pilotes. Et puis dans l'installation, la mise en service, la calibration de la technologie et bien sûr, encore une fois ici, la formation. Donc, quand on dit mise en service, calibration, on est vraiment pour aussi également accompagner comme des activités comme la surveillance de chantier, pardon, et la vérification des installations pour être sûr qu'elles fonctionnent comme il faut. Est-ce qu'il faut réajuster certains paramètres? Donc, on vient vraiment accompagner, on vient vraiment aider les professionnels qui entourent l'entreprise pour la mise en œuvre. Donc, ici, vous comprendrez qu'on ne finance pas la technologie, on n'est toujours pas dans cette branche-là de financer l'ATP ou ce type de matériel-là. Par contre, tout ce qu'il y a autour, oui. On va reparler du matériel, il y a des petites exceptions, mais voilà, c'est vraiment les honoraires qui vont permettre de faire en sorte que tout le monde est bien formé, que la technologie est bien branchée, bien calibrée, qu'elle répond aux attentes et puis les ajustements nécessaires lorsqu'elle est mise en service. Alors, c'est ici qu'on parle un petit peu des activités admissibles et non admissibles. Alors, on aurait pu vous faire une liste quand même assez longue. On en a ressorti quelques-unes. Je vais aussi vous en énoncer un petit peu à l'oral, mais c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les différents dépôts qu'on a pu déjà analyser. Alors, pour l'instant, ce qui est admissible pour cette enveloppe. Donc, par exemple, quand on parle, notamment là, on est dans les premiers dans les pratiques d'affaires éco-responsables, tout ce qui va être accompagnement pour la mise en place
d'un plan de gestion des matières résiduelles. Donc, la caractérisation a été faite, les mesures prioritaires à mettre en œuvre sont aussi connues. L'entreprise, elle a décidé qu'elle mettait en place 1, 2, 3, 4, 5 activités principales et c'est à ce moment-là que cette enveloppe du fonds éco-leader peut entrer en jeu et donc on l'accompagne à officiellement mettre en œuvre ces actions prioritaires. Pareil, l'implantation des initiatives pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc le bilan est déjà fait, le plan d'action est déjà fait, l'entreprise en est rendue à concrètement appliquer. Donc là aussi, c'est des activités admissibles. En termes de technologie propre, on parle des honoraires professionnels, par exemple pour l'installation d'un système de géothermie ou par exemple des essais et des tests pour un système d'assainissement des eaux. Donc en amont de l'implantation officielle de la technologie choisie. L'élaboration d'outils, comme je vous disais tout à l'heure, des outils qui vont aider à concrètement mettre en œuvre des actions, donc avec des retombées environnementales directes. Puis ensuite, on permet aussi évidemment la quantification des retombées environnementales post-projet. Si j'en ajoute un petit peu plus, recherche de fournisseurs, comme on disait, valider un modèle financier aussi pour l'acquisition de la technologie propre. Recherche de financement, donc de façon globale, qu'est-ce qui est existant, qu'est-ce qui est applicable. Du soutien technique en mécanique, électrique, la mise en route d'un équipement et ajustement, la coordination du chantier, puis le suivi dans la mise en service des systèmes. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on estime qui permettent à l'entreprise de se lancer et d'appliquer très concrètement les idées qui ont pu être émises dans le diagnostic, dans le plan d'action préalable. Maintenant, ce qui est non admissible, ce qui est moins en lien avec l'enveloppe actuelle, c'est tout ce qui est analyse, étude, tout ce qui va être analyse de cycle de vie, analyse énergétique, analyse de flux de matière, évaluation de l'implantation d'un système de crédit carbone, par exemple, puis le développement d'affaires qui est associé. Puis ici, on a vu aussi, donc l'entreprise peut avoir un plan d'action. Donc, même si c'est des activités qui sont incluses dans le plan d'action, à partir du moment où elle demande une analyse, un autre diagnostic, une nouvelle étude des pratiques de l'entreprise, malheureusement, ce n'est pas admissible. Je donne un exemple très concret. Dans un plan d'action en développement durable, on préconise à l'entreprise de faire un bilan GES. Malheureusement, on comprend que le plan d'action a déjà été fait, mais faire un bilan GES, ça veut dire faire un diagnostic des émissions. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est possible. On est vraiment dans le concret, dans l'application des mesures de réduction des émissions de GES. L'élaboration de tout type de plan d'action, donc choix d'objectifs, choix d'indicateurs de performance, échéanciers, priorisation des activités. Tout ça, pour nous, c'est de la structuration de l'entreprise. Malheureusement, pour cette enveloppe-là, ça doit avoir été fait avant. Les bilans, comme je le disais, bilan GES, plan de réduction des émissions, choix de la technologie implantée. L'entreprise ou les entreprises doivent déjà savoir quel type de technologie elles ont besoin dans leur entreprise pour bonifier leurs pratiques. Bon, compléter une demande de financement, ça, je pense que j'insiste pas plus, vous l'avez compris. Donc, si j'y vais un petit peu plus en vrac, visite de diagnostic, mise à jour d'un plan d'action existant, diagnostic éco-responsable, sondage, analyse des enjeux environnementaux, c'est non admissible. Identification de priorités stratégiques, feuille de route éco-responsable, diagnostic énergétique du bâtiment, l'étude pour l'implantation de panneaux solaires. Tout ça, c'est malheureusement non pris en charge dans cette enveloppe. Voilà, donc ça vous donne un petit portrait. Je sais que peut-être qu'il y a des questions. J'espère que ça va sur le Q&R, Fred. Mais voilà, on vous a fait une petite liste de ce qui était bien et moins bien, pour que vous ayez des exemples, pour bien comprendre qu'on est vraiment, le mot-clé, je le répète, c'est implantation. Donc, je sais que accompagnement dans l'implantation, ça peut être large, mais nous, on est vraiment dans le passage à l'action et immédiate. Quand l'entreprise reçoit sa subvention, elle doit être prête à agir. Si on y va un petit peu plus dans le détail du financement, pour l'accompagnement dans l'implantation de pratiques d'affaires éco-responsables, dans le volet 1, donc volet individuel par entreprise, l'aide financière peut aller jusqu'à 30 000 $ maximum et c'est toujours 75% des dépenses admissibles au maximum. Pour le volet 2, entre 3 et 10 entreprises, c'est jusqu'à 200 000 $. Pour l'accompagnement dans l'implantation de technologies propres,
c'est dans le volet 1, c'est jusqu'à 50 000 d'aide financière et dans le volet 2, jusqu'à 300 000 d'aide financière. Si on précise un petit peu les choses, une entreprise peut réaliser plusieurs projets en simultané dans le cadre de cette enveloppe jusqu'à concurrence de 80 000 C'est le plafond maximum d'aide financière par entreprise. Donc, ça peut être 4 projets de 20 000, ça peut être une fois 50 000, une fois 30 000, donc, mais il n'y aura pas plus que 80 000. Entre guillemets, c'est aux entreprises, avec l'aide de l'expert, évidemment, de voir où elles en sont rendues. Autres frais admissibles, les frais de coordination pour les volets 2 qui s'ajoutent au montant des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 10% du coût total du projet et du coût des dépenses admissibles, pardon, et un maximum de 25 000 $. Les frais de communication sont admissibles aussi, 10% du coût total du projet. Tout ça est écrit dans le guide, hein, je vous rassure, c'est précisé, c'est bien précisé. Ensuite, les honoraires professionnels pour la rédaction de la reddition de compte sont acceptés jusqu'à concurrence de 1 500 $. Donc ça, on a aussi vu que c'était un besoin des experts, que c'était quand même, puis même des entreprises, c'était quand même du temps. Donc on a accordé un petit peu de temps pour rédiger la reddition de compte qui est exigée par le FAQDD. Donc ça, c'est aussi des dépenses qui s'ajoutent, qui peuvent être incluses dans le financement. Petite précision un petit peu plus en vrac, on efface toutes les ardoises. Ça veut dire que s'il y a des entreprises qui ont déjà reçu du financement de la part du Fonds Écolidaire dans les années précédentes, on redémarre à zéro, elles peuvent accéder aux 80 000 $. On n'a plus de, on fait plus de solde. Si vous avez eu déjà 50 000, ben, on efface, puis vous pouvez de nouveau accéder à 80 000 $, qui est, je le répète, le maximum cumulatif. Puis, il y a toujours cette exception un petit peu dans les démarches de développement durable. Ça devrait moins s'appliquer vu qu'on est dans l'action, mais on va vraiment vérifier ces projets-là selon leurs retombées environnementales potentielles et le financement pourrait varier entre 50 et 75 %. Ça aussi, c'est pas une grande nouvelle, c'est depuis quand même un certain temps qu'on fait ça. On veut vraiment que les entreprises passent à l'action. Il y a des frais de matériel, mais ça, je vais y revenir tantôt aussi sur quel type de matériel, mais sachez qu'il y a un pourcentage de 15% qui est du coût total du projet qui est admissible en frais de matériel également qui peuvent s'ajouter. Les dépenses admissibles. Ça, c'est toujours pareil depuis le début aussi. C'est seulement les services externes facturés par des experts présents sur le répertoire du Fonds Écolidaire qui peuvent être reconnus comme des dépenses admissibles. Donc, si vous faites affaire avec un expert qui n'est pas sur le répertoire, sachez on pourra financer 10% seulement de ses honoraires professionnels. Donc, soyez attentifs. Puis, dans le cas où il y a plusieurs experts, il va falloir qu'un expert se désigne comme expert principal et c'est cet expert-là qui va être responsable de gérer un petit peu les factures des autres experts. Parce que l'entente et l'argent, l'entente est signée entre un expert, l'entreprise et le FAQDD, donc c'est l'entente tripartite, une entente tripartite, et l'aide financière sera directement versée à l'expert principal. Donc, il n'y a aucun montant qui sera versé directement à l'entreprise. Donc, sachez-le, c'est à prendre en considération aussi si dans un projet, il y a plusieurs experts, il y en a un qui devra se désigner comme responsable de l'aide financière. Toujours pareil aussi, les honoraires sont maximisés à 200 $ de l'heure maximum. Ça ne veut pas dire que le projet sera non admissible si le taux horaire est par exemple de 250 $. C'est juste qu'on va recalculer les heures du projet avec un montant maximum de 200 $ de l'heure. Donc, on va réduire les dépenses admissibles. Les frais de déplacement, jusqu'à 2 500 $ dans le volet 1 et jusqu'à 5 000 $ pour le volet 2. Toujours de façon raisonnable. On compte sur vous pour que ce soit le plus réaliste possible. On sait que des fois, il y a des déplacements qui peuvent être annulés ou quoi que ce soit, mais sachez qu'on regardera aussi la pertinence de ces frais-là. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les frais de formation, on a augmenté ces frais de formation à 50% du coût total du projet. On pense que la formation permet vraiment à l'entièreté de l'entreprise, ou du moins des employés, du personnel, ou du moins de cibler ceux qui sont les plus pertinents, va leur permettre vraiment d'intégrer la démarche,
de comprendre la démarche et surtout de s'impliquer concrètement. Donc, vous avez jusqu'à 50% du coût total du projet qui peut être ajouté dans les dépenses admissibles et qui peuvent être donc subventionnées. Alors, les frais de matériel. Les frais de matériel nécessaires pour l'implantation soit de pratiques d'affaires éco-responsables, soit de technologies propres peuvent aussi être inclus au projet pour un montant maximal représentant 15% du coût total du projet. On a essayé de catégoriser un petit peu le matériel pour que vous ayez une image un petit peu plus précise. Alors, ce qui est admissible, on l'a catégorisé, je dis ça un peu comme ça, comme tout ce qui est nécessaire au fonctionnement et à son installation permanente dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est tout ce qui va permettre, c'est sûr que le plus simple, c'est quand même en technologie propre, mais c'est tout ce qui va permettre à l'équipement d'être fixé, d'être branché et d'être fonctionnel. Donc, des câbles, par exemple, je ne sais pas moi, du ciment qui va permettre de bien la caler dans le sol, des choses comme ça. Donc, on parle vraiment d'installation permanente. Et c'est pour ça que je fais le parallèle dans des exemples non admissibles. Tout ce qui va être essai à petite échelle, projet pilote, station d'essai, malheureusement, ça, c'est des frais matériels qui ne seront pas admissibles parce qu'en théorie, c'est quelque chose qui va être enlevé puisqu'on va, si tout va bien, la technologie va être implantée par la suite. Donc, on est vraiment, le mot-clé ici à retenir, c'est permanent. Puis ensuite, pour ce qui est des pratiques d'affaires éco-responsables, c'est la mise en place par exemple, de bacs de tri. C'est sûr que c'est le plus simple, mais c'est donc tout le matériel qui va permettre de mettre en œuvre les actions éco-responsables. Tout ce qui est non admissible, donc les technologies propres en tant que telles, comme je vous le disais au départ, donc cet équipement-là ne peut pas être subventionné par le fonds éco-leader. C'est pour ça qu'on offre aussi, qu'on permet aux experts de mettre du temps dans la recherche de financement autre. Donc, ça peut être du financement pour poursuivre et pour, par exemple, acheter la technologie. Et donc aussi les consommables, tout ce qui va être les filtres, par exemple, à l'intérieur. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent être prises en charge par l'entreprise. Et ensuite, je pense que ça, vous vous en doutez, mais tout ce qui est déjà en possession de l'entreprise ou de l'expert au moment du dépôt. Donc, si vous avez besoin de matériel, assurez-vous que c'est pour être installé de façon permanente les équipements et puis que ce soit fait au moment ou après le dépôt pour que ce soit admissible. La procédure de dépôt maintenant. Vous le savez, on a voulu un peu resserrer les règles au niveau du dépôt parce qu'on se rendait compte qu'on passait beaucoup de temps en ping-pong pour des documents, comment je dirais, obligatoires, pardon, qui n'étaient pas présents dans la demande. Là, on vous demande vraiment de consulter le guide du demandeur. Il est complet, il y a toutes les informations nécessaires que vous devez remplir. Il y a cette année un seul document pour les deux volets. Donc, volet 1 et volet 2 sont regroupés dans un même document, dans un même guide. Vous avez, pour les experts, vous avez aussi le guide pour réaliser une soumission. Donc, tout ça, c'est à consulter en amont du dépôt. Comment s'assurer que les factures répondent aux exigences du fonds éco-leader. Puis, vous avez aussi un guide pour la facturation, justement, notamment dans le volet 2. Donc, volet cohorte, comment on peut s'assurer que à la fin du projet, à la fois vous, experts, vous, entreprise, et nous, analystes, on est capable de bien saisir le budget du projet, de bien comprendre qui a payé quoi, qui a fait quoi. Donc, on vous a fait aussi un guide pour réaliser les factures. Donc, un guide pour la soumission au départ et un guide aussi pour remettre un budget et une facturation adéquate. Vous avez aussi différents modèles de lettres, notamment pour la confirmation de financement complémentaire. Si le fonds éco-leader n'est pas la seule source de financement et qu'il y en a une autre, faites attention, il y a aussi des règles de cumul et on veut le savoir parce que le financement public ne peut excéder 75% du coût total du projet. Donc, c'est important de venir nous informer s'il y a une autre source de financement. Spécifiquement pour le volet 2, vous avez aussi des modèles de lettres d'engagement des entreprises membres. C'est obligatoire. Les entreprises membres d'une cohorte doivent énoncer leur intérêt et énoncer leur participation à la cohorte. Donc, vous avez des modèles pour ça. Vous avez aussi pour le rapport final des modèles de lettres de confirmation des services reçus. C'est aussi obligatoire. L'entreprise participante doit confirmer qu'elle a bien eu les services pour lesquels le projet a reçu l'aide financière. Et vous avez aussi pour le volet 2
un document qui vous permet de ventiler par catégorie les coûts du projet pour chacun des membres. Ça nous aide aussi à visualiser qui va faire quoi, qui paye quoi. C'est un document obligatoire également. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Tous ces documents se retrouvent sur le site web, dans la trousse de dépôt. Vous les avez aussi de façon individuelle. Si vous préférez vous dire, bah, moi, je n'ai pas besoin de telle chose, je veux juste accéder à tel modèle de lettre, c'est possible aussi. Pour les entreprises d'économie sociale et donc OBNL et coopératives, 2 formulaires obligatoires à donner, formulaire d'autodéclaration, formulaire de déclaration de revenus autonomes. C'est obligatoire. Pour les entreprises en démarrage, il nous faut aussi un plan d'affaires avec un budget pro forma. Donc tout ça est disponible sur le site web dans la page sur le financement. Vous avez toutes les étapes, vous avez le guide, vous avez la trousse et puis toutes les étapes pour compléter votre demande. Donc ça, c'était l'étape 1. S'il vous plaît, bien se renseigner, bien évaluer dans quel chemin vous devez vous lancer. Si vous n'avez pas d'expert, contactez l'expert. Vous avez un répertoire sur le site du Fonds Écolidaire, répertoire d'experts. Donc, c'est parmi ces choix-là que vous pouvez décider ce qui correspond le mieux à vos enjeux. La 3e étape, élaborer votre projet que vous souhaitez réaliser. Et puis vient l'étape de remplir le formulaire d'aide financière. Donc, tout se passe sur Internet. Tout est en ligne. Donc, c'est un outil qui s'appelle Cognito. C'est ce qui vous permet donc au fur et à mesure de compléter toutes sortes de questions. Vous avez des questions obligatoires sur le site aussi, à l'endroit de l'explication des différentes étapes. Vous avez l'exemple, vous avez l'extraction de ce qui vous est demandé dans le formulaire. Donc, si vous voulez en prendre connaissance avant pour vous préparer à l'avance, c'est une bonne pratique pour pouvoir aussi avoir un référent puis pouvoir passer de l'un à l'autre, sachant que le formulaire, vous pouvez l'enregistrer. Donc, si vous décidez de compléter une partie, puis vous n'avez pas le temps de terminer ou voilà, quoi que ce soit, vous pouvez cliquer sur enregistrer et recevoir une copie par courriel. Ce lien-là est valide 28 jours. Donc, il faut quand même savoir qu'au bout de 28 jours, le lien ne sera plus accessible. Mais c'est possible. Faites-le. À chaque fin de section, on vous encourage à enregistrer pour ne rien perdre. Vous allez aussi devoir partager ce formulaire-là avec l'expert. Donc, dépendamment qui commence, mais il y a une portion qui peut être complétée par l'entreprise et il y a une portion qui est complétée par l'expert. Tout ce qui va concerner les honoraires, les activités, le budget, tout ça, c'est l'expert qui peut le compléter. C'est pour ça que dans ce formulaire-là, il y a 2 sections de signature, une section pour l'entreprise et une section pour l'expert. J'en profite parce que je ne sais pas si je l'ai dit plus haut, tout est avec taxes. Les taxes sont considérées comme des dépenses admissibles. Donc, vous avez vraiment la possibilité, vous devez en fait les ajouter dans le budget, vous devez les ajouter dans le formulaire aussi. Une fois que vous êtes prêt, que chacun a rempli sa section, que chacun a signé, que les documents obligatoires ont été joints directement dans le formulaire Cognito, parce que tout est à mettre dans ce formulaire-là. Aucune pièce jointe n'est à recevoir par courriel, sauf vraiment exception, ça passe pas, c'est trop lourd ou quoi que ce soit, mais sinon, doit être fait en ligne, s'il vous plaît. Vous êtes prêt à envoyer, enregistrer pour être sûr, pour avoir une copie, puis vous pouvez cliquer sur envoyer et c'est à ce moment-là que le projet est officiellement déposé auprès du FAQTD et que nous, on va pouvoir le prendre en charge. Donc, bien important, bien se renseigner, construire votre idée, puis aller sur le formulaire. Cette fois-ci, on a quand même plus de temps aussi. L'enveloppe est disponible, il y a encore du financement. Donc, vraiment, vous avez la possibilité de prendre le temps, de réfléchir à votre projet, puis de le construire comme il faut et de vraiment de penser à toutes les pièces justificatives. Donc, prenez-le, ce temps. Les dates à retenir. La fin de la période de dépôt de projet, le 30 septembre 2026, sauf, et vous le comprendrez bien, si l'enveloppe est épuisée avant. Il va y avoir une période maximale entre la signature de la convention et la remise du rapport final de 18 mois. Donc, vous allez avoir, l'entreprise va avoir 18 mois pour réaliser son projet. Pour tous les projets qui vont être déposés après le 31 juillet 2025, il faut savoir qu'il y aura peut-être un peu moins de temps de réalisation parce que le 31 janvier 2027 est la date limite pour déposer les rapports finaux.
Donc, tout doit être clôturé, tout doit avoir été envoyé au FAQDD pour reddition de compte finale, pour recevoir le versement final. On le dit encore une fois ici, aucun délai ne pourra être accordé. Donc, vraiment, retenez bien ces dates-là. 31 janvier 2027, tous les rapports finaux doivent avoir été envoyés au FAQDD. Il y aura aussi, c'est un peu plus tard, mais il y aura aussi un formulaire en ligne à compléter pour la reddition de compte. On le répète, mais toutes les dépenses sont admissibles à partir de la date de dépôt de votre projet, sachant que si c'est démarré avant la réponse du FAQDD, si la réponse est négative, évidemment, les dépenses ne seront pas remboursées. Donc, c'est un léger risque à prendre. Mais si vous le souhaitez, s'il y a des petites choses que vous souhaitez quand même réaliser pour engager, pour avancer, c'est possible à partir de la date de dépôt. Et puis, c'est toujours l'analyse complète du dossier qui permet au FAQDD de vous donner une réponse. Donc, sachez que l'équipe d'analyse qui répond à vos questions, soit par courriel, soit par le booking du fonds Éco-Leader, ils peuvent vous orienter, ils peuvent vous aider, mais ils ne pourront pas vous confirmer que le projet est réellement admissible ou non. C'est toujours l'analyse du projet officiel. Alors, on vous avait permis à l'avance de poser quelques questions. On en a, on en a reçu 5, il me semble, 5, 6. Alors, les voici. Est-ce qu'une municipalité est admissible à cette enveloppe? Non. Toujours, les municipalités sont exclues de l'enveloppe du fonds Éco-Leader. Donc, c'est malheureusement pas des organisations qui peuvent déposer un projet pour elles-mêmes. Ensuite, nous avons réalisé un diagnostic de nos pratiques et souhaitons élaborer un plan d'action afin d'éventuellement passer à l'action. Est-ce admissible au programme? Donc, si tout le monde a bien suivi, non, l'élaboration du plan d'action n'est pas admissible dans cette enveloppe. On est vraiment dans l'étape suivante. Comment fonctionne le remboursement de frais de matériel? Qui doit l'acheter? Alors, c'est sûr que c'est votre choix. Il y a deux options. Ça peut être acheté par l'entreprise ou par l'expert. Les deux options sont possibles. C'est simplement la facturation qui changera. Sachez que nous, on rembourse, l'aide financière va à l'expert seulement. Donc, on peut pas avoir une facture de l'entreprise. Il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une facturation à travers l'expert. Donc, c'est plus simple si le matériel est acheté par l'expert. Voilà, comme ça, la facture est au nom de l'expert, ça rentre dans les frais admissibles et c'est plus facile. En cas de doute, évidemment, vous pouvez nous contacter, mais sachez que on n'a pas l'exigence que ce soit absolument l'expert qui paye le matériel, c'est juste qu'il va y avoir une double facturation à faire. Est-ce que tous les montants du formulaire doivent inclure les taxes? Oui, tous les montants mentionnés dans cette enveloppe doivent inclure les taxes. On les rembourse à travers l'aide financière. Donc, ajoutez-les si c'est applicable à votre situation. Une question aussi sur la réalisation d'un site web éco-conçu avec un bilan carbone numérique. Alors ici, le bilan carbone numérique, vous comprendrez qu'il est non admissible puisqu'on est dans le diagnostic, on est dans l'analyse. Par contre, l'éco-conception d'un site web l'est. Par contre, la mention un petit peu la parenthèse qu'on fait, c'est que les entreprises, ce type de projet-là doit vraiment venir résoudre des enjeux en lien avec la sobriété numérique de manière globale dans l'entreprise. Donc, on veut pas payer, on veut pas aider à la pièce juste un site web. On veut que l'entreprise ait conscience de son impact numérique, donc stockage de données, partage de données, communication entre les membres de l'équipe ou avec l'extérieur. Donc, on veut vraiment que ce soit plus une stratégie globale que simplement, entre guillemets, une action comme ça ponctuelle. Donc, retenez pour tout ce qui est numérique, on veut vraiment que l'entreprise ait fait son portrait numérique et qu'elle mette en œuvre des actions vraiment globales qui touchent plusieurs aspects de cet enjeu majeur. Je pense que c'est de nouveau à toi, hein. On en serait rendu à la fin de ce webinaire. On a donc une dernière annonce à faire. Alors, quelques secondes, je passe la parole. Voilà. Mon erreur, désolée. Félicitations, Claudine. C'est important de souligner le bon travail de ses collègues. Excellente présentation. J'ai adoré chaque moment. On poursuit donc sur les détails concernant la nouvelle enveloppe, là. Donc,
D'emblée, là, au début de ce webinaire-là, je vous parlais justement que nous n'avons pas pu réaliser ce webinaire-là parce que l'annonce officielle n'avait pas été réalisée. Donc, maintenant, comme je vous le disais, là, une conférence de presse se déroulait en simultané à Montréal et doit être complétée à l'heure actuelle. C'était une annonce de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, pardon, qui est ministre du Tourisme et qui est aussi ministre. Et là, je vais me permettre de lire parce que, voilà, c'est un titre imposant. Donc, ministre du Tourisme et aussi ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec, aussi connue sous le nom de DEC. Donc, effectivement, cette annonce-là s'est déroulée en simultané. En fait, là, les différents éléments de l'annonce, c'était que le FAQDD bénéficie d'une aide financière de 7,5 millions de dollars de DEC pour contribuer à la transition verte de l'économie du Québec. Il y avait une question, là, justement, dans le question et réponse sur justement le montant de cette enveloppe. Je précise que c'est un montant global. Donc, là-dessus, il y a les montants qui seront versés aux experts pour travailler avec les entreprises. Il y a aussi des montants, bien sûr, en gestion du programme et par rapport notamment au répertoire d'experts. Ceux qui auront constaté, là, au cours de l'été, on a fait un travail là, pour remanier le répertoire d'experts, pour être sûr qu'il soit plus convivial, plus facile à utiliser, pour repréciser aussi les ressources qui étaient présentes. Plusieurs ont refait leur inscription justement pour aller chercher de l'information là, plus précise pour les utilisateurs. Et ceux qui n'ont pas encore fait, les experts qui n'ont pas encore fait, on les encourage à le faire parce qu'effectivement, ils doivent être inscrits sur le répertoire pour pouvoir bénéficier. Ce nouveau répertoire, effectivement, pour être admissible à la subvention. Donc, voilà une belle annonce de 7,5 millions de dollars. Nous sommes très, très heureux. Comme on dit, la contribution financière de DEC s'insère dans les activités qui sont couronnées de succès. Hein? N'ayons pas peur des mots du Fonds Éco-Leader dans une optique de complémentarité. Donc, c'est vraiment sous le chapeau Fonds Éco-Leader, mais l'enveloppe, ça prend la forme de l'enveloppe soutien spécifique à l'implantation qu'on vous a présentée aujourd'hui. Et ça explique un peu les différences, là, justement, par rapport à l'enveloppe. On a notamment parlé que l'argent, la contribution financière non remboursable serait versée à l'expert. Donc, effectivement, ça, c'est une particularité qui vient justement de ce partenariat-là fait avec DEC. Ce choix aussi de travailler plus dans l'implantation. On sait que chaque palier de gouvernement a ses propres stratégies, tout ça. Donc, effectivement, ça s'insère dans la stratégie de DEC et du gouvernement du Canada. Donc, ceci explique cela. On dit que la contribution va permettre de couvrir les périodes 2024-2025, donc c'est déjà amorcé, comme je vous disais. L'enveloppe a été ouverte le 21 octobre de cette année. Normalement, pour 2 autres années, encore une fois, tout dépendra de la popularité de l'enveloppe, mais donc elle nous permet là, justement de voir à plus long terme et aussi ça a un impact sur la durée des projets. Donc, on peut vous accorder un délai supplémentaire, là, en fait, un délai de 18 mois pour réaliser ces projets-là. Donc, ce qui est une excellente nouvelle. On sait que c'était des préoccupations que vous aviez, là, la capacité d'avoir assez de temps pour réaliser des projets, notamment les projets plus structurants, plus longs. Donc, c'est un souhait. Puis maintenant, le cadre de cette enveloppe-là nous permet de le faire. Donc, nous sommes très, très contents. On précise que le Fonds Éco-Leader a été créé par le gouvernement du Québec en 2018. Et il est coordonné par nous, FAQDD, qui bénéficie du soutien de DEC afin d'assurer sa mise en œuvre. Donc, ça explique maintenant, ceux qui avaient des petites questions, on croise beaucoup de gens dans des événements qui ont essayé, voilà, on essaie de demeurer le plus secret, mais maintenant, on peut partager cette bonne nouvelle-là, puis ce souhait-là au niveau de DEC de participer à ce succès-là, qui est le Fonds Éco-Leader. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la période de questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le questions et réponses. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il n'y a rien
d'insurmontable dans tout ça. Est-ce qu'on va avoir le temps de toutes les couvrir? Je ne sais pas. Je veux juste vous préciser que dans tous les cas, les questions qui auront été non répondues, nous, on va s'en charger. On va ajouter les réponses dans la section foire aux questions du site web du Fonds Écolideur. Donc, dans tous les cas, c'est pas qu'on ignore votre question, c'est ça qui nous a manqué de temps, ou alors que nous-mêmes, c'est merveilleux, là, souvent les questions sont un peu plus sur la marge. Dans certains cas, on a besoin de se consulter pour vous assurer d'avoir une réponse très, très claire. Donc, voilà, nous ne vous oublierons pas, mais sachez que ça va être l'outil foire aux questions qui va pouvoir être utilisé dans ce cadre-là. Je vous reprécise que les micros sont fermés, donc si vous avez une question, ce serait important de le faire dans le questions et réponses. Et on vous remercie. On sait que c'est beaucoup d'informations. Et encore une fois, comme Claudine vous l'a très bien mentionné, la clé dans tout ça, c'est d'aller consulter le guide du demandeur parce que toutes les informations y sont présentes. Et avec ces années d'expérience de gestion du Fonds Écolideur, je pense que nos guides du demandeur sont de plus en plus précis. Et vous avez aussi quand même la section foire aux questions du site web pour vous aider à aller chercher de l'information complémentaire. Donc, consultez ce bijou de guide du demandeur, lecture de chevet. Alors, je vais passer la parole à Frédéric, qui sera notre relayeur de questions avec sa voix gutturale. Merci, Frédéric. Merci, Amélie. Pardonnez la voix, justement, un bon rhume qui m'accable en ce moment. Donc, on a eu beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à plusieurs. Clairement, je n'ai pas pu te répondre à toutes. Je vous partagerai quelques questions là, qui me semblaient quand même d'intérêt public, là. Est-ce que les organismes à but non lucratif sont admissibles dans cette enveloppe également? Non. Mesdames. Alors, j'espère que vous m'entendez. Il y a un switch de micro. Oui, les OBNL sont admissibles. C'est toujours les mêmes critères, c'est-à-dire que elles doivent prouver qu'elles ont un minimum de 40% de revenus autonomes, donc être plus ou moins indépendantes de subventions publiques. Donc, pour ça, il y a deux éléments à remplir. Le formulaire de déclaration de revenus et puis un autre formulaire aussi pour démontrer que elle répond aux critères d'entreprise d'économie sociale. Donc oui, la réponse est oui, sous condition. Merci, Claudine. Autre question, est-ce que le projet doit avoir une mise de fonds minimum de la part de l'entreprise ou un minimum de d'autres financements publics ou c'est pas nécessaire? Oui, comme on l'a répété, le Fonds Écolideur finance jusqu'à un maximum de 75% des dépenses admissibles du projet. Donc, l'entreprise doit fournir au minimum le 25% restant. Ça peut provenir de l'entreprise, ça peut provenir d'un prêt, par exemple. L'essentiel, c'est que ce soit de sources privées, parce que si c'est une autre source publique, ça rentre dans le 75% avec le Fonds Écolideur. Donc, le 25% doit être de sources privées, c'est bien important. Merci, Claudine. Au niveau des versements, est-ce que le deuxième versement se ferait juste à la fin des 18 mois complètement ou est-ce que ça peut se faire plutôt que ça, justement, à la fin du projet? En fait, quand vous êtes prêt, le 18 mois, c'est la période maximale d'ouverture de la convention, donc de l'entente entre le FAQTD, l'expert et l'entreprise. Maintenant, si le projet il n'a pas besoin de 18 mois et il se termine au bout de 6 mois, le rapport final peut être envoyé et l'analyse du rapport final, donc sa correspondance avec le dépôt du projet initial, ce sur quoi on s'est entendu au départ, donc la concordance entre les deux est évaluée par l'équipe du FAQDD. Et si tout est conforme, le deuxième versement peut être fait. Donc, il n'est pas dépendant du 18 mois. C'est vraiment lorsque l'entreprise est prête, qu'elle a terminé, qu'elle a fait son dépôt et que le FAQDD a analysé son rapport final. Super. Au niveau, est-ce qu'il faut avoir un plan d'action déjà établi pour pouvoir déposer une demande à l'enveloppe ou est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir nécessairement un plan d'action?
Ça, c'est bien important, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir la preuve que vous avez un plan d'action. Donc, si vous n'en avez pas, puis que, je dis vous, que l'entreprise n'en a pas, mais par contre qu'elle sait très bien ce qu'elle veut faire et que, entre guillemets, elle a déjà fait ses propres calculs à l'interne sur implanter telle ou telle activité, nous, on n'exige pas de fournir le plan d'action. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est juste pour déterminer à quel moment le fonds includeur peut intervenir. En fait, cette enveloppe-là, c'est que l'entreprise doit être prête. Donc, elle ne peut pas nous demander du financement pour un plan d'action et pour une étude, mais on n'exige absolument pas qu'il y ait un plan d'action, donc un document qui s'appelle plan d'action. Absolument pas. Super. Puis peut-être une dernière, parce que je vois qu'il est rendu 59, là. Est-ce que c'est possible de commencer le projet avant la signature de la convention ou non? Oui, toutes les dépenses sont admissibles à partir du dépôt. Donc, par exemple, vous avez assisté au webinaire aujourd'hui, vous faites un dépôt officiel, donc vous remplissez le formulaire mercredi prochain. Mercredi prochain, on sera le 22, si ma mémoire est bonne. À partir du 22 janvier, vous pouvez commencer vos activités. Donc, commencer à vous réunir, commencer à payer une facture, tant que c'est à partir du 22 que tout ceci se passe. Aucun problème. Comme je le disais, par contre, attention, il y a quand même la partie analyse du FAQDD à pas négliger, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction de ce qui a été déposé, décider que c'est un projet non admissible. Donc, les frais seront à la charge de l'entreprise. Voilà, c'est quand même une notion importante à répéter. Merci, Claudine. Émilie, je ne sais pas si tu veux le mot de la fin. Là, c'est sûr qu'il reste des questions, mais on ne sera pas en mesure de toutes les répondre, là. Donc, Moi, je voulais juste ajouter une petite chose. Là, vous avez l'adresse info du fonds Éco-Leader. Sachez aussi, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, qu'il y a des plages horaires de booking, c'est-à-dire que notre équipe se rend disponible aussi pour vraiment discuter avec vous par téléphone pendant une vingtaine de minutes. Donc, il faut prendre rendez-vous aussi sur le site web du fonds Éco-Leader. Et puis, donc, il y a aussi le téléphone. Il y a aussi une ligne qui est ouverte tous les matins pour que vous puissiez joindre directement un ou une analyste de l'équipe. Donc, je voulais le mentionner ici. Donc, un petit mot de la fin. Merci, Claudine, pour toutes ces réponses. Merci, Frédéric, pour l'animation aussi là, du questions et réponses. En terminant, on veut vous redire qu'on est extrêmement heureux là, de l'annonce qui s'est déroulée aujourd'hui, de l'annonce officielle. On remercie notre partenaire, là, DEC, de nous faire confiance et puis justement là, de croire dans le succès du Fonds Éco-Leader. En faisant le bilan là, de cette phase 1, on est vraiment extrêmement heureux là, des retombées qui sont estimées et puis de tout ce qui a été accompli. Donc, on remercie notre partenaire financier DEC là, justement de se joindre à l'aventure. On vous remercie aussi, vous tous, d'être présents, justement d'avoir fait cet exercice-là de réinscription au nouveau répertoire d'experts, de nous suivre dans ce désir-là, de toujours avoir des outils qui sont le plus pertinents possible. On sait que ça vous demande du temps, on sait que ça nous demande de nous suivre. Donc, merci pour ça. Merci d'être présents dans vos questions, d'être des bons ambassadeurs du Fonds Éco-Leader. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Pour ceux qui auraient fait un dépôt de projet, puis malheureusement, le projet aurait été pas retenu ou pas finançable parce que, justement, là, les critères n'étaient pas répondus, les critères là, plus spécifiques de l'enveloppe. On vous recommande vraiment de faire une bonne lecture du guide du demandeur. S'il y a des questions supplémentaires, notre équipe est là, comme Claudine l'a très, très bien mentionné. Et on sera ouvert là, à revoir votre demande si elle correspond vraiment aux critères de l'enveloppe, bien sûr. L'objectif, c'est de maximiser, avoir de l'efficience avec votre temps précieux et le nôtre. Donc, soyons de bons collaborateurs par rapport à ça. Mais nous, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir soutenir, grâce à cette enveloppe-là, là, les projets qui sont admissibles, bien sûr. Donc, encore une fois, merci pour tout. Notre équipe est là pour quoi que ce soit. Et puis, je vous souhaite tout simplement une bonne fin de journée.